Le président de la transition, Brice Oligui Nguema, a prononcé un discours à la veille du jour anniversaire du coup d'État de 2023, qui a mis fin à 55 ans de pouvoir de la famille Bongo. Il vous souviendra qu'après le coup de la libération, nous avons consulté les forces vives de la nation. De cet échange est née l'idée d'un dialogue national inclusif. Je me réjouis de la réussite de ces assises, dont les propositions seront soumises au référendum, qui aura lieu dans les prochaines semaines, conformément au chronogramme de la transition. Une nouvelle constitution issue d'une synthèse du dialogue national va être publiée, votée au Parlement, transformée en assemblée constituante, avant d'être soumise à référendum d'ici fin 2024. À Libreville, des Gabonais réagissent un an après le coup d'État. C'est le jour de la libération du Gabon. Il me semble que jusqu'à un passé récent, nous ne sentions pas un tel engouement, une telle liberté dans tous les sens, d'expression, de choix, de vie. Le programme des célébrations vise à mettre en avant les accomplissements du gouvernement. Des infrastructures de transport aérien, routier et maritime ont été inaugurées, dont Fly Gabon, première compagnie aérienne nationale depuis la liquidation d'Air Gabon en 2006. C'est la libération, le 30 août c'est l'appropriation du Gabon aux Gabonais. Et donc bien sûr je vais fêter, je vais même encore reporter mon maillot du Gabon parce que on va fêter. Voilà. Il vient à peine de venir au pouvoir, donc step by step, nous voyons bien sûr toutes les actes qu'il pose, donc cela signifie qu'on voit un peu la différence, d'accord, mais comme on dit, un peu, ça va arriver. Un an après le coup d'État, l'ancien président déchu Ali Bongo est resté dans sa résidence de Libreville, tandis que l'ancienne première dame Sylvia et leur fils Noureddine sont toujours détenus à la prison centrale. Le général Brice Oligui Nguema a promis de rendre le pouvoir aux civils après des élections prévues en 2025. Visage exprimant un sentiment de tristesse mélangé à celui de colère qu'il laisse entrevoir, Aline Faïda, l'une des adeptes de la secte mystico-religieuse Wazalendo, se souvient des événements du 30 août 2023 à Goma, comme si c'était hier. Cette dame était présente lorsque de troupes d'élite de la garde républicaine ont attaqué ses temples appartenant à une secte mystico-religieuse. Elle dit avoir vécu un épisode noir. Les militaires étaient venus, bien habillés, très élancés et bien armés. Avec leurs armes, ils ont commencé à tirer, à tuer les gens. Et après cela, ils ont brûlé l'église. Il n'y a que Dieu qui nous avait sauvés. Les gens avaient souffert, mais c'est grâce à Dieu que certains se sont échappés, mais d'autres avaient été arrêtés. C'est vendredi 30 août, les adeptes de la secte et les familles des victimes se sont réunis pour rendre hommage à leurs proches disparus depuis un an maintenant. Vêtus en vêtements traditionnels Wazalendo, chantant des chants mélancoliques, ils étaient des centaines à être réunis au sein de leur nouveau camp. La douleur est palpable et la colère grande en cours. Quand quelqu'un pleure son frère qui a été lâchement abattu par celui qui est censé le protéger, son visage doit se montrer triste. C'est pour cela que vous voyez que les figures des gens ici ne manifestent pas la joie. C'est juste une tristesse parce que les plaies sont encore fraîches. Le 30 août 2023, les responsables de la secte mystico-religieuse Wazalendo avaient appelé à une manifestation pour réclamer le départ de la MONUSCO et des ONG internationales au Nord Kivu. Plus de 50 personnes selon les autorités congolaises et une centaine selon la société civile avaient été tuées. Un procès avait été ouvert par la justice congolaise, procès qui a conduit à la condamnation d'une peine de mort du colonel Mike Mikombe, ancien commandant de la garde républicaine, comme principal accusé. À Goma, les adeptes de la secte et les organisations de défense des droits de l'homme exigent toujours ce qu'ils appellent la vraie justice. Ils enfilent un gilet de sauvetage pour aller au travail. Toute la semaine, ces Nigérians prennent le bateau pour traverser la lagune de Lagos. Dans la mégalopole aux 20 millions d'habitants, le transport fluvial est devenu indispensable pour désengorger les routes.
Ivy Jeanneid, employée dans les télécoms, est devenue une adepte. Vous prenez votre petit déjeuner à la maison, vous venez ici, vous montez dans le bateau et 30 minutes plus tard, vous êtes de l'autre côté. C'est beaucoup plus facile. Le bateau privé est cher, contrairement à celui des transports publics. Je fais donc au moins 80% de mes trajets comme ça. Pour le moment, le transport fluvial représente 2% du trafic. Mais la métropole de Lagos a pour objectif d'atteindre les 10%. 15 lignes de ferry, avec plus de 75 bateaux électriques, doivent entrer en service. Un investissement colossal. 410 millions d'euros seront injectés pour financer les voies navigables de l'État de Lagos et des ferries électriques seront introduits dans le secteur. Les embarcadères et les terminaux existants seront modernisés. Pour en finir avec les embouteillages, Lagos tente d'inciter ses habitants à revoir leur rapport à la voiture au profit de transports alternatifs. En triplant le nombre de passagers des ferries électriques, les autorités espèrent aussi réduire les émissions de dioxyde de carbone. Une chose que nous devons améliorer si nous voulons aller plus loin, c'est mettre en place la voie d'accès à la lagune, le parking sur la jetée, standardiser la jetée, nettoyer les épaves et les déchets sur l'eau. Grâce à sa lagune, Lagos pourrait améliorer les conditions de vie de ses habitants et redessiner les flux la traversant. D'après les projections, d'ici la fin du siècle, la mégalopole sera la ville la plus peuplée au monde. Sur l'estrade, Gabriel Ota déguisé en Jin Sakai, le personnage du populaire jeu vidéo japonais Ghost of Tsushima. Derrière lui défile une demi-douzaine de personnages de manga et de séries d'animation. Certains d'entre eux ont passé des semaines à parfaire leurs costumes. Gabriel, par exemple, a mis 1 mois pour créer sa tenue, faite en carton, papier et matériaux d'emballage recyclés. Attends, ça c'est un truc pour les rideaux ? Ouais, c'est ça. Un effort récompensé puisqu'il remporte le prix du meilleur costume. Je viens régulièrement à ces événements et c'est la première fois que je gagne. En général, je suis 2e finaliste, donc je n'étais pas sûr. Je ne le fais pas pour gagner, c'est pour le plaisir. J'adore tout ce qui touche au cosplay, assembler des trucs. Le cosplay, c'est ce loisir venu du Japon qui consiste à se déguiser et à jouer le rôle d'un personnage de fiction issu de mangas, de bandes dessinées, de séries d'animation ou de jeux vidéo. Chaque année, les fans de cosplay du Zimbabwe se retrouvent ici au festival Otakukon, fondé par Archie Moyo, une célébration de la culture pop japonaise, la seule du genre dans le pays. Dans le concours de cosplay, on a cette section spéciale Do It Yourself, faites-le vous-même, pour pouvoir aider nos cosplayers et les pousser à concourir au niveau international, car c'est notre rêve. On veut voir les cosplayers zimbabwéens participer à des compétitions en Afrique du Sud, car on a vu que celui qui remporte le concours de cosplay sud-africain peut aller ensuite à Chicago pour la C2E2, une grande convention internationale. En attendant, l'événement rassemble une centaine de fans autour de stands de produits dérivés, mais accueille aussi des artistes locaux comme le dessinateur et auteur de bande dessinée Bill Masuku. On se demande à quoi ressemble un animé doublé en Shona, n'est-ce pas? On réfléchit à la traduction des bandes dessinées en Shona et dans les langues locales, à leur distribution et à ce que cela signifie pour la littérature locale. La plupart du temps, les détenteurs des ressources pour raconter des histoires sont étrangers. Ils regardent donc l'Afrique et ils donnent une vision généralisée. La plupart du temps, ils ne peuvent pas faire la distinction entre la Zambie, le Zimbabwe, le Malawi et le Mozambique. Mais nous, on le sait, on peut l'entendre, le voir et le sentir. C'est tangible pour nous. Alors le fait qu'on raconte nous-mêmes les histoires leur donne une authenticité que personne d'autre n'aura. La culture manga se développe au Zimbabwe, une distraction et un échappatoire pour les jeunes du pays confrontés à des taux de chômage et d'inflation records.